Qu'est-ce que la philosophie et à quoi ça sert? Alors, il y a une des deux questions qu'on se pose généralement avant de commencer à faire de la philosophie, quand on sait que ça va bientôt arriver, à la terminale. Et puis il y a l'autre question qu'on se pose généralement une fois qu'on fait de la philosophie. Mais attends, à quoi ça sert en fait tout ça? Alors, ces deux questions sont essentielles, et pourtant, et ça c'est à l'image de beaucoup de choses encore, malheureusement, elles ne sont pas étudiées, elles ne sont pas expliquées en début d'année. Et pourtant, on pourrait penser que la moindre des choses, quand une matière débarque de nulle part comme ça, en fin de cycle scolaire, en terminale, alors qu'on n'a quasiment jamais entendu parler avant, qu'on n'a pas fait, et qu'on nous l'impose d'un seul coup en nous la présentant comme la matière fondamentale et la plus importante avec un gros coef, la moindre des politesses serait quand même que le prof daigne expliquer en quoi ça consiste et surtout à quoi ça sert. C'est donc ce que je me propose de faire ici, dans cette vidéo, dans cet épisode de mon cycle de podcast consacré au français, à la philosophie et donc aux commentaires et à la dissertation dans les deux disciplines en vue du bac. Donc soyez les bienvenus. Alors, de même que pour le français, il y a le français en tant que langue. Le français, c'est avant tout linguistique, c'est une langue comme l'anglais, comme l'espagnol. Mais c'est aussi, du coup, le français dans une dimension plus large, l'histoire littéraire, la littérature, l'étude des textes, l'art de la rhétorique, de savoir s'exprimer, l'expression orale, la compréhension orale, l'expression écrite, la compréhension écrite, etc. Bref, le français, c'est beaucoup de choses à la fois. La philosophie, c'est un petit peu moins de choses à la fois, mais c'en est quand même plusieurs. Il y a déjà la philosophie en tant que discipline. Alors là, c'est vraiment la philosophie avec un grand P, la philosophie. Celle que l'on pratique depuis des siècles, depuis déjà l'Antiquité grecque. Ça, c'est la discipline, la philosophie. Et puis, il y a la philosophie en tant que matière à l'école. Alors, de même que le français, c'est à la fois l'étude de la langue française et en même temps l'étude en fait, de l'histoire littéraire, des grands textes, des grands mouvements et des grands auteurs qui ont marqué notre histoire culturelle française et notre littérature, eh bien, la philosophie, c'est aussi bien l'étude de la philosophie en tant que discipline, mais c'est l'étude de l'histoire de la philosophie. La philosophie, comme le français, comme les sciences, comme n'importe quelle discipline, a son histoire. C'est-à-dire ses précurseurs, ces grandes figures incontournables, ces moments en fait fatidiques, on va dire, ces tournants voilà, qui ont apporté une nouveauté ou des nouvelles réponses, qui ont fait comme ça évoluer la discipline. Et donc de même que voilà, en sciences, on a Pythagore, Thalès, Copernic, Galilée, Newton, et puis on peut aller comme ça jusqu'à Einstein et bien sûr Stephen Hawking ou la physique quantique. Et bien de même, en philosophie, en fait, voilà, on a une histoire. On a l'invention déjà de la discipline, on a les précurseurs de la discipline, on a les premiers grands philosophes, voilà, Socrate, Platon, Aristote, voilà, l'Antiquité grecque bien sûr. Et puis rapidement, plein d'auteurs voilà, qui vont nous mener jusqu'à l'époque contemporaine, en étant passés par tous les siècles, voilà, par toutes sortes comme ça de mouvements philosophiques différents, voilà, qui ont essayé comme ça de faire avancer l'enquête. La philosophie en tant que matière, c'est aussi évidemment l'étude des textes et donc des pensées des différents auteurs, des différents penseurs et philosophes les plus marquants de cette histoire philosophique. Donc évidemment, en cours de l'année, on va aller regarder d'un peu plus près ce que sont les textes fondamentaux de cette discipline, les textes qui ont marqué l'histoire de la philosophie, qui ont apporté une nouveauté, des nouvelles réponses, qui ont forgé notre pensée occidentale, qui encore aujourd'hui ont une grande influence, ou en tout cas qui ont influencé les philosophes justement qui précèdent voilà, ceux qu'on étudie maintenant, etc. Une espèce comme ça de filiation générale. Voilà, donc bien sûr l'étude des textes, alors oui, ça nous rapproche déjà du commentaire de texte, parce que étudier ces textes, c'est déjà un peu commencer à les commenter, c'est-à-dire comprendre déjà ce qu'ils racontent, être capable de reformuler ce qu'ils disent, donc fidèlement, sans trahir leur pensée, vous voyez, une vraie qualité d'écoute et de lecture et de compréhension, pas partir comme ça dans son délire de son côté, avant d'amener ses propres réflexions personnelles d'abord, on veille à avoir bien compris ce que dit le texte, à avoir bien écouté ce que dit l'auteur. Et puis, un exercice encore un cran au-dessus, quand on a appris à bien comprendre les textes des auteurs, à bien comprendre leurs pensées et à pouvoir la restituer fidèlement en la résumant, en la reformulant, et puis aussi en y apportant comme ça un commentaire, des réflexions, à la mettre en perspective avec la pensée encore d'autres auteurs, à mettre tout ça un peu en dialogue, à montrer comment ils se contredisent entre eux, où ils ne sont pas d'accord, où ils se contestent les uns les autres, ils font un peu progresser la réflexion autour d'un sujet en particulier. Il y a évidemment aussi l'exercice de la dissertation.
L'exercice de la dissertation qui se rapproche déjà davantage de ce que font les auteurs, les philosophes eux-mêmes, c'est-à-dire traiter une question de leur choix qui les intéresse sur un domaine particulier, une question philosophique, et à proposer une réponse. Tout ça, bien sûr, de façon structurée, organisée, avec un véritable raisonnement, une progression dans la pensée, comme ça, voilà, pour être bien convaincant. L'art de la rhétorique, d'ordonner ses idées, de les mettre dans un certain ordre pour que ce soit convaincant, efficace, pour que la démonstration soit viable, un peu comme en maths, hein, franchement. Il y a plus de points communs qu'on ne croit entre les sciences dures, hein, les mathématiques, entre autres, et les sciences humaines, hein, la philosophie, entre autres. C'est-à-dire que, comme en maths, hein, ou parfois plus important que le résultat lui-même, c'est le raisonnement qui est important. On veut votre raisonnement, on veut voir comment vous en êtes venu à ce résultat, à cette conclusion. Comment s'organise comme ça en fait votre raisonnement mathématique? Eh bien, en philosophie, parfois, le plus important, et même justement le plus important en général, c'est le raisonnement. Voilà, la façon dont vous avez fait progresser votre pensée, vos idées, pour en arriver en fait à votre conclusion, à votre résultat, à votre théorie, à votre thèse. Et la façon en fait dont vous avez discuté ou contredit, voilà, ou délibéré avec la thèse adverse, hein, voilà, la thèse qui était proposée, tout ça autour d'une question, d'un sujet. Les sujets de philosophie, on en entend parler normalement chaque année. Vous savez qu'au bac, comme ça, chaque année, il y a 2 sujets de dissertation au choix, plus un commentaire de texte au choix. Et donc les sujets de dissertation, généralement, font beaucoup parler, sont partagés par les médias, les radios, les télés, tout le monde s'amuse à voir, alors c'est quoi cette année le sujet de philosophie? Voilà, donc normalement, on se représente bien un petit peu le genre de questions. On a donc vu que la philosophie, c'était déjà l'histoire de la philosophie, simplement en fait déjà connaître les grands auteurs, les auteurs cultes, les œuvres cultes, hein, un petit peu voilà, toutes les stars de la philo et leurs tubes respectifs, hein, ils ont tous un peu écrit des tubes, hein, c'est pour ça que ce sont des stars de la philo. Donc les stars de la philo, leurs tubes respectifs, les grandes idées qui en ressortent, les grands mouvements philosophiques, et donc comment ces mouvements se sont enchaînés, se sont répandus, se sont contredits, contestés, voilà, pour aboutir comme ça en fait à une espèce d'évolution voilà, de la pensée humaine, voilà, des découvertes en philosophie, de la compréhension de l'esprit humain et donc des différentes notions en jeu. La philosophie plus concrètement à travers les textes, hein, donc bien sûr pas seulement parler des auteurs et de leurs œuvres, mais aller au contact des textes, aller voir un petit peu ce qui s'est écrit, découvrir un peu ce que c'est que lire de la philosophie, en fait voir un peu comment c'est fait, comment ça parle, comment ça se raconte, être au contact des principaux textes, des textes qui ont un peu marqué la philosophie en général, et donc ça nous mène en fait tout droit bien sûr vers les exercices, et d'un côté du commentaire de texte, hein, donc commenter, savoir analyser et commenter un texte de philosophie, et de l'autre la dissertation, c'est-à-dire savoir discuter d'un sujet de philosophie, discuter en fait d'une notion, d'un concept, et surtout de la rencontre entre 2 concepts, parce qu'un sujet de dissert de philosophie n'est jamais un concept isolé tout seul. C'est toujours la rencontre entre 2 concepts, souvent antagonistes. Par exemple, je ne sais pas, le travail et le temps libre, ou alors le travail et le bonheur, ou alors la science et l'art, ou alors la vérité et la réalité. Enfin voilà, vraiment comme ça des notions qui vont s'opposer et en fait qu'on va devoir en fait faire dialoguer ensemble, hein, la dialectique. Hein, dialoguer, la dialectique, c'est vraiment au cœur de la philosophie. Hein, depuis les dialogues de Platon, hein, les premiers textes philosophiques de l'humanité, il faut bien s'en rendre compte, c'était des dialogues. Hein, les dialogues de Platon. Platon met en scène des dialogues où les personnages discutent entre eux. Comme vous avez une discussion comme ça avec des potes approfondis sur un sujet. Voilà, donc la dialectique, c'est l'art philosophique par excellence. On dialogue entre interlocuteurs, mais aussi on fait dialoguer des idées et des concepts entre eux. On fait dialoguer la notion de liberté avec la notion de travail. On fait dialoguer la notion de justice avec la notion de société. On fait dialoguer la notion d'amour, la notion de désir et la notion de possessivité. Enfin voilà, peu importe, mais en tout cas, voilà, les termes vont se confronter, vont se livrer une espèce de petit match des idées, hein, c'est ce qu'on appelle une psychomachie, hein, un combat psychologique. Alors, de même que le français, le programme de français, là je parle bien du programme, hein, là pour le coup on parle vraiment programme, hein, donc là c'est pas moi qui choisis, c'est pas moi qui fixe les règles, pas plus que vous, pas plus que même les professeurs d'ailleurs, hein, c'est pas les professeurs qui fixent eux-mêmes les programmes. Voilà, donc là on parle vraiment programme éducation nationale, le programme officiel, hein, sur le site du gouvernement, attention. Hein, voilà, de même qu'en français le programme s'articule autour de 4 registres, en fait, hein, 4 genres littéraires hein, principaux que sont le roman, la poésie, le théâtre et la littérature d'idées, donc l'essai en général. Voilà, ces 4 mouvements qui vont donc rythmer l'année, qui vont en gros chacun être étudiés à travers 4 textes, donc 4 x 4, 16, et donc former le corpus final qui sera présenté à l'oral de bac, et donc en fait ils vont former un peu les piliers, on va dire, du programme de littérature en général, voilà, l'exploration des différents genres, des différents registres, des auteurs, etc. Pareil, en fait, en philosophie, il y a des notions, il y a un programme, en fait, hein, que les professeurs doivent explorer exhaustivement. Ils doivent vraiment tout traiter, tous les sujets, parce que tout peut tomber au bac. Hein. C'est pour ça qu'il y a un petit peu, vous voyez, parfois, vous voyez un peu vos profs dans l'urgence, en classe, ils ont l'air un petit peu pressés, un peu paniqués niveau timing, parce que
En fait, ils doivent à tout prix vous préparer pour le bac, hein. Ils veulent pas que vous vous plantiez, ils veulent que vous ayez des bonnes notes, que ça marche pour vous, qu'ils aient fait leur job. Mais pour ça, il faut encore que vous soyez voilà, bien préparé sur chaque notion, parce que toute notion peut tomber. Et donc, bah, le problème, c'est que bah, l'année passe très vite, on peut passer du temps sur un sujet, etc. Et donc, ben, il y a quand même beaucoup de notions à aborder, parce que là où il n'y a que quatre grands genres, voilà, c'est un peu plus large en français, voilà, à explorer durant l'année. En philosophie, il y a un total de 17 notions à aborder. 17 notions, c'est quand même énorme. Si on divise sur le nombre concret de jours qu'il y a de cours, même d'heures en fait, hein, parlons même en heures de cours hein, par semaine, et donc le nombre de semaines dans l'année, mais si on enlève tout ce qui est vacances scolaires, jours fériés, etc., donc en temps de séance pure en classe, pour 17 notions, ça laisse pas beaucoup de temps, surtout qu'on parle de philosophie. La philosophie, c'est bavard. La philosophie, c'est quand même une matière exigeante en termes de langage et d'explication. C'est pas une matière qui se résume facilement. Bien sûr que le but, c'est de faire un peu de, voilà, une espèce d'une grande introduction générale, de vous familiariser avec la matière. On peut pas tout dire, tout faire. On n'est pas en fac de philosophie. Mais quand même, voilà, ça fait quand même beaucoup d'informations à donner et donc à ingurgiter de l'autre côté en assez peu de temps. Donc c'est quand même conséquent comme programme. Donc bah écoutez, je vous propose de passer en revue ensemble le programme. Normalement, les professeurs, et c'est quand même la bonne chose à faire, partagent avec les élèves en début d'année bah, ce qui va être un petit peu le menu, hein, le menu de l'année, un peu ce qu'il va falloir voir ensemble. Voilà, ça fait partie un peu du principe pour moi d'expliquer la matière et à quoi ça sert en fait. Hein. C'est vraiment expliquer un peu quels vont être les différents sujets qu'on va aborder durant l'année. Donc là, je le fais ici. Voilà donc le bulletin officiel donc, de l'Éducation nationale, ce qu'il nous dit. Les 17 leçons suivantes du programme de philosophie. L'art, le bonheur, la conscience, le devoir, l'état, l'inconscient, la justice, le langage, la liberté, la nature, la raison, la religion, la science, la technique, le temps, le travail, la vérité. Rien que ça. On pourrait quasiment passer une année rien que sur une de ces notions. Parce que certaines, c'est quand même très vaste. Voilà, en tout cas, plusieurs semaines, ça c'est certain, évidemment. Donc, ça fait beaucoup de choses. Bon, la bonne nouvelle, c'est que certaines de ces notions vont vraiment souvent ensemble. Donc, on peut un petit peu faire une pierre deux coups, voire une pierre trois coups. On peut vraiment voilà, les étudier un peu conjointement. Mais voilà, ça fait quand même voilà, beaucoup de notions à explorer, à assimiler, avec lesquelles se familiariser, avec tous les textes qui vont avec, parce que chaque notion, en fait, va avec ses auteurs, avec ses textes, hein, parce que les auteurs en fait ne se sont pas intéressés au même sujet dans la philosophie, n'ont pas eu comme ça les mêmes sujets de prédilection, donc certains ont voilà, privilégié l'un ou l'autre, donc voilà, chaque sujet a un petit peu ses auteurs fétiches, ses auteurs phares, et donc les œuvres phares qui vont avec, et donc les extraits de textes qui sont étudiés en conséquence, et donc aussi les questions philosophiques qui vont avec. Voilà, donc c'est à chaque fois tout un petit monde en fait, hein, chaque notion, chaque sujet. Justement d'ailleurs, le programme officiel aussi énumère en fait les auteurs qui devront être évoqués durant l'année. Alors là, c'est du name dropping évidemment, hein, c'est-à-dire que là vraiment là c'est des noms en pagaille. Alors moi, je vous dis de mes propres connaissances, hein, de mon propre bagage philosophique, hein, je peux vous dire que certains quand même sont rarement évoqués ou étudiés et ne sont pas si importants. Ils sont au programme officiel, mais clairement, on va peu les rencontrer. Certains en revanche, évidemment, sont incontournables. On les rencontre forcément et il faut les connaître, il faut les maîtriser. Et de toute façon, les thématiques font qu'on est obligé de les croiser. Allez, on se fait, vous savez, comme le petit truc de Pokémon à l'époque, vous savez, à la fin d'un épisode de Pokémon, il y avait comme ça une énumération la plus rapide possible de tous les Pokémon existants du Pokédex. Heureusement, à l'époque, il n'y en avait que 150, mais enfin bon, quand même, hein, voilà, s'il fallait tous les balancer en même temps. Voilà, donc allez, c'est parti. On fait un petit défilé des Pokémon de la philosophie. Les présocratiques, Platon, Aristote, Zhuangzi. Alors, vous voyez, Zhuangzi, typiquement, il est très peu évoqué en classe, hein, clairement. Épicure, Cicéron, Lucrèce, Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, Nagarjuna. Bon, pareil, Nagarjuna, franchement, j'en ai jamais entendu parler en philosophie, il était au programme, mais personne n'en parle. Sextus Empiricus, pareil. Plotin, déjà un peu plus. Augustin, Saint-Augustin, les confessions, là oui, un peu plus. Maïmonide, n'importe quoi. Thomas d'Aquin, ouais, vite fait. Guillaume d'Occam, voilà, le raseur d'Occam. Machiavel, le machiavélisme, hein, le prince. Bacon, Hobbes, Descartes, Pascal, Locke, Spinoza, Malebranche, Leibniz, Berkeley, Montesquieu, Hume, Rousseau, Diderot, là on voit un peu les lumières, hein. Condillac, Smith, Adam Smith, hein, l'inventeur du capitalisme quasiment. Emmanuel Kant et Bentham. Hegel, Schopenhauer, Comte,
Tocqueville, John Stuart Mill, Kierkegaard, Marx, Engels, Nietzsche, Freud, Durkheim, Bergson, Husserl, Weber, Alain, Bachelard, Heidegger, Benjamin, Popper, Yankelevitch, Jonas, Sartre, Arendt, Lévinas, Beauvoir, Lévi-Strauss, Merleau-Ponty, Veil. Alors, il y a Simone Veil, la féministe, hein, la femme politique, et puis il y a Simone Weil, qui est une philosophe. Hein, voilà, c'est pas la même, c'est des homonymes, voilà, mais c'est pas les mêmes. Paul Ricoeur, Rawls, Foucault, etc. Voilà, bon, je les ai pas tous nommés, mais vous voyez, bon, un peu pour les principaux. Alors, ce qui est très intéressant dans le programme, ça c'est vraiment bien, c'est ce qu'ils appellent les repères. Alors, c'est pas forcément le bon terme en fait, hein, mais disons que c'est en fait comme ça des paires de concepts qui sont souvent en fait antagonistes, mais qui sont souvent associés et qui sont un petit peu en fait les piliers pour un peu craquer la philosophie en fait. Hein. Si vous voulez vraiment craquer les raisonnements, les idées, les pensées en philosophie, la maîtrise de ces différents concepts en fait est essentielle parce qu'on les rencontre tout le temps, sans arrêt en fait. Ils sont tout le temps là en fait en confrontation. C'est un petit peu le code binaire hein, de la philosophie, ces concepts-là. Donc c'est pour ça qu'ils sont indiqués au programme. Je vous donne des exemples, hein, ils sont cités là. L'absolu et le relatif. Vous voyez, l'absolu et le relatif. Bon, ça, normalement, on connaît. Hein, quelque chose qui est absolu, quelque chose qui est relatif. L'abstrait, le concret. Ça aussi, généralement, on connaît hein, quelque chose qui est plutôt abstrait, quelque chose qui est concret. Donc, vous voyez, c'est deux opposés. Ce sont des antonymes, hein, ce sont des concepts opposés, antagonistes. En acte, en puissance. Alors, vous voyez, parfois, quand on ne connaît pas le sens du mot, on peut le déduire. Quelque chose qui est en acte, donc concret, quelque chose qui est en puissance, en potentialité. Analyse, synthèse. Concept, image, métaphore. Contingent, nécessaire. Alors ça, c'est une des notions les plus importantes de la philosophie, le contingent, le nécessaire. Le nécessaire, c'est ce qui ne peut pas ne pas arriver. Hein, c'est un peu tordu, mais c'est ce qui ne peut pas ne pas arriver. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre choix que cela arrive, le nécessaire. Donc en gros, c'est la fatalité. Alors que le contingent, c'est ce qui peut arriver ou ne pas arriver. C'est contingent. Ça peut arriver, ça peut ne pas arriver. On appellerait ça peut-être éventuellement vulgairement le hasard. Vous voyez, la fatalité contre le hasard. Le nécessaire et le contingent. Le croire et le savoir. Ah oui, croire et savoir, c'est deux choses. Le croire renvoie à la foi, savoir, évidemment, c'est à une connaissance certaine. L'essentiel et l'accidentel. L'exemple et la preuve. Expliquer, comprendre. En fait, en droit. La forme et le matériel. Le genre, l'espèce, l'individu. L'hypothèse, la conséquence, la conclusion. L'idéal versus le réel. L'identité, l'égalité, la différence. L'impossible versus le possible. L'intuitif versus le discursif. Le légal versus le légitime. Alors ça, c'est une des nuances les plus intéressantes et parfois mal comprises, mais qui est très importante même en société, le légal et le légitime. Le légal, c'est ce qui est conforme à la loi. Hein, conforme à la loi, légal. Qu'on soit d'accord ou pas, qu'on trouve ça légitime ou pas, en tout cas, c'est légal, c'est conforme à la loi. Le légitime, c'est ce qu'on trouve conforme à la morale. Alors, généralement, le légal essaie d'être conforme au légitime, mais quelque chose de légitime n'est pas forcément légal. Et quelque chose de légal, parfois, n'est pas toujours légitime. Quelque chose de légal qui ne serait pas légitime, c'est par exemple une loi, qui est la loi, donc c'est légal, mais ça pose des questions ou des gros problèmes sur le plan moral. On peut ne pas être d'accord moralement. Un exemple, typiquement, depuis quelques années, de confrontation entre le légal et le légitime, c'est l'idée du pass sanitaire pendant le Covid. Est-ce que instaurer un pass sanitaire, c'est légitime ? Bon, c'est légal puisque la loi est passée, mais est-ce bien légitime de trier les citoyens et d'interdire à certains citoyens de ne pas faire certaines choses et d'avoir un pass ? Voilà, ça c'était une question entre le légitime et le légal. Dans l'autre sens, on peut en fait faire quelque chose d'illégal, donc c'est hors la loi, mais qu'on estime légitime. Un des cas les plus connus, c'est quelqu'un, une sœur, une amie ou votre fille a été agressée sexuellement, a été violée, et vous avez envie de vous venger sur l'homme qui lui a fait ça. C'est évidemment illégal, mais on pourra reconnaître que c'est légitime. C'est légitime de votre part d'avoir cette envie-là, c'est légitime d'avoir cette souffrance-là, d'avoir envie de se venger. Mais ce n'est pas parce que c'est légitime que c'est légal. Et donc le légitime ne rendra pas ça moins illégal. Vous voyez un petit peu l'exemple. Le média et l'immédiat. L'objectif, le subjectif et l'intersubjectif. Alors, objectif-subjectif, ça c'est un terme maintenant assez connu, assez installé. Je pense que tout le monde utilise ces termes-là. Hein. Une critique objective, une critique subjective. L'obligation, la contrainte. L'origine, le fondement. Persuader, convaincre. La nuance entre persuader et convaincre. Principe, cause et fin. Le public et le privé. La ressemblance et l'analogie.
la théorie et la pratique. Bon, ça c'est connu, la théorie et la pratique. Hein. Transcendant, immanent. Alors ça, c'est aussi un terme très courant en philosophie. Au passage, l'immanence, c'est le mot le plus utilisé dans le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Hein. Le mot le plus récurrent dans le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, c'est pas patriarcat, qui est utilisé que 2 fois. Je l'ai lu le livre, donc je peux en attester, je peux vous le dire. C'est l'immanence. Hein. L'opposition entre transcendance et immanence, c'est le cœur du sujet philosophique pour Simone de Beauvoir dans la question du féminisme. Et pour cause, parce qu'elle trouve en fait que les femmes sont ramenées sans arrêt à leur immanence, à leur matière, à leur corporalité, à leur physique, au fait qu'elles sont là pour enfanter, etc. Donc ça les ramène à l'immanence, ça les tire vers l'arrière, en fait, vers la matière, vers la nature, et vers en fait comment leur origine physique, alors que les hommes, selon elle, en fait, ont accès à la transcendance. Les hommes ont le droit de s'en transcender, ont le droit de se transcender par l'héroïsme, par la politique, par la guerre, par l'art, par la création. En fait, la liberté des hommes leur permet de se transcender existentiellement en tant qu'être humain, en fait, d'aller par-delà leur immanence, par-delà leur nature animale, et en fait, ils peuvent se réaliser sur un plan spirituel, sur un plan philosophique, sur un plan psychologique, alors que les femmes sont entretenues dans l'immanence selon elles. Voilà, donc immanence, transcendance, c'est vraiment une notion importante. L'universel, le général, le particulier, le singulier. Le vrai, le probable, le certain. Voilà un petit peu dans les grandes lignes donc le programme de philosophie et donc les notions qui doivent être abordées. Alors généralement les élèves ne se rendent pas trop compte, hein, c'est le prof qui gère un petit peu ça et qui fait en sorte que les notions soient évoquées comme ça au détour d'un texte ou durant le cours, voilà, sans forcément qu'ils s'en rendent compte, mais voilà un petit peu voilà, ce qu'il faut maîtriser. Et donc la philosophie, c'est aussi et simplement hein, savoir se poser des questions. Hein. On dit souvent que la philosophie est là pour poser des questions et pas forcément pour apporter des réponses. D'ailleurs, ce qui est représenté par un terme très courant en philosophie qui est l'aporie, hein, ce qu'on appelle l'aporie. Et l'aporie, en fait, c'est comme ça qu'on qualifie l'absence de réponse. Hein. Quand un livre philosophique se termine par en aporie, ça veut dire en fait que le livre a soulevé pas mal de questions, a exploré comme ça voilà, des réflexions, des hypothèses, mais refuse en fait de conclure radicalement, refuse d'imposer une vision et laisse en fait le lecteur se faire son idée, voilà, se faire ses propres réflexions à lui, refuse de trancher, de conclure. Tous les ouvrages ne font pas ça, hein. Il y a plein d'ouvrages philosophiques qui apportent une réponse claire, nette, précise, hein, qui apportent ses conclusions et qui ne sont pas forcément négociables. Après, chacun fait ce qu'il veut, adhère ou pas, mais en tout cas, qui donne une réponse claire à la question posée, ça dépend de chacun. Mais en tout cas, c'est que la philosophie a pour réputation d'être plutôt là pour poser des questions, pour l'art de se poser des questions, pour l'art de débattre, de réfléchir ensemble, de s'introspecter, etc. En cela, il y a quand même parfois un petit cousinage avec la psychologie. Voilà, donc il y a toute cette dimension comme ça, en fait, introspective et en termes de questionnement existentiel, qui est au cœur évidemment de l'aventure philosophique et qui en fait est exercée, entraînée, initiée durant l'année et qui va effectivement trouver entre autres sa réalisation, hein, sa concrétisation dans l'exercice de la dissertation où en fait on va être amené, en fait on va être évalué sur notre capacité à faire ça en autonomie, tout seul face à un sujet, face à une question, notre capacité à répondre à cette question, à proposer des réponses, à confronter des hypothèses, à invoquer celles des philosophes passés qui ont travaillé sur la question, à leur répondre, etc. En fait, comme ça, tout un savoir-faire en fait, qu'on a acquis, toute une connaissance, une culture générale philosophique qu'on va réemployer, réutiliser en fait, pour l'évaluation. En fait, hein. Ce qui est évalué en fin d'année en philosophie, c'est finalement globalement, de toute façon, notre culture philosophique, ce qu'on a appris. Hein. On a appris les auteurs, on a appris les textes, on a appris les principales thèses, on a appris l'histoire de la philosophie, bien sûr, mais on a aussi appris soit à accueillir la pensée d'un auteur, à comprendre ce qu'il dit, à savoir le reformuler fidèlement, à ne pas le trahir, à ne pas faire preuve de mauvaise foi, vraiment savoir en fait le reformuler et l'analyser, mais aussi du coup apporter en plus de ça un commentaire personnel et apporter aussi un éclairage philosophique global en le comparant ou en l'opposant à ce qui a été dit ailleurs par d'autres personnes. Donc ça c'est la partie commentaire, ou alors voilà, choisir d'être évalué avec une dissertation de philosophie, et dans ce cas, ce qui va être évalué, c'est la capacité soi-même à fournir une réflexion, hein, non pas s'appuyer sur celle d'un auteur déjà existante et à la commenter, mais non, nous, répondre à une question de philosophie, et bien sûr en s'appuyant sur ce qu'on connaît, sur son bagage philosophique, sur sa culture générale, sur les exemples personnels ou les exemples qu'on a dans sa vie, qu'on a observé dans la vie réelle, ou alors bien sûr dans les textes. Utiliser en fait tout ça, même le cinéma, les films, hein, l'art, etc., utiliser tout ça pour en fait avoir des arguments pour en fait servir notre propos, notre discours et en fait apporter une réponse à une question. Tout ça en fait en l'explorant le plus exhaustivement possible, en fait en pesant le pour et le contre, hein, en sachant comme ça organiser sa pensée avec voilà une rhétorique efficace. Hein, c'est-à-dire qu'en fait la pensée évolue logiquement. Il y a une bonne progression faite comme ça dans le raisonnement qui mène jusqu'à la réponse. Voilà, donc on choisit d'être évalué
sur l'un ou l'autre sujet, selon les préférences de chacun, selon l'inspiration du jour J, mais aussi parfois selon les facilités, selon qu'on préfère un exercice ou l'autre. Hein. C'est normal de préférer un des deux exercices, hein, le plus important étant d'être capable de traiter les deux. Alors, je vais m'arrêter ici pour cette fois, pour ce chapitre, pour cet épisode, mais ce n'est pas pour autant que j'ai tout à fait fini de répondre à la question « Qu'est-ce que la philosophie ?» Disons que là, nous avons répondu à la partie matière et programme. En quoi consiste cette matière, de quoi elle est constituée, de quels éléments, et quel est son programme et son programme officiel que l'on vient de survoler ensemble. Peut-être que pour certains c'était déjà évident, c'était clair, vous aviez déjà vu ça en classe. Pour d'autres en revanche, peut-être que c'est presque une découverte, parce que vous découvrez un petit peu les coulisses, la fiche avec laquelle travaillent vos professeurs pour préparer vos cours. Voilà, ça dépend à quel point le professeur a été transparent avec vous, a été clair dans ce que sont les attentes du programme. Bon, en tout cas là, on a remis un petit peu les choses à plat sur les attendus de la matière et en quoi elle consiste. Il nous reste le plus intéressant normalement, hein, le plus croustillant, là vraiment où il y a un peu de souffle, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce que la philosophie de façon un peu plus générale, non pas la matière scolaire, mais vraiment la philosophie de quoi c'est fait, un peu voilà ce que la matière un peu a dans les tripes, la discipline ce qu'elle a dans les tripes. Donc ça, je vous propose de voir ça dans le chapitre suivant, dans l'épisode suivant, pour lequel je vous donne d'ores et déjà rendez-vous. Hein, donc n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner voilà, à la chaîne, à suivre pour ne pas rater le prochain épisode. De toute façon, là, je vais en balancer un par jour jusqu'aux épreuves du bac. Et donc voilà, là, on va vraiment parler philosophie avec un grand P, de la discipline, on va dire de ces piliers, en tout cas, voilà, de ces quêtes principales, la sagesse bien sûr, mais à travers la sagesse, quelle sagesse? Celle qui mène à la vérité, qui mène au bonheur, qui mène à la morale, qui mène à la liberté, à la justice, au vivre ensemble. Hein, ça, c'est vraiment toutes les principales quêtes philosophiques, mais aussi les grands antagonismes philosophiques. Hein, parce que la philosophie, c'est aussi beaucoup d'affrontements entre des notions qui s'opposent, des notions rivales, et d'affrontements aussi entre des sensibilités. Hein. Là, on est quasiment dans des luttes intestines dignes des Jedi ou des Sith hein, dans Star Wars, hein, vraiment. Alors non pas qu'il y ait du côté obscur et du côté lumineux, quoique, mais voilà, hein, vraiment typiquement des oppositions comme celles entre les optimistes et les pessimistes, ou alors entre les idéalistes et les matérialistes. Croyez-moi, c'est des visions très très différentes du monde. Voilà, donc on va être amené à voir ça. Là, ça va vraiment poser en fait des repères très importants voilà, sur les différentes notions philosophiques et les auteurs et les mouvements. Et enfin, dans l'épisode, non pas suivant, mais encore l'autre d'après, là, on entrera de plein pied dans la question, la philosophie, à quoi ça sert? Là, on sera plus dans en quoi consiste la matière, ou alors la philosophie, qu'est-ce que c'est en général, mais vraiment, ça sert à quoi? Et donc là, on aura fait un petit point général sur la philosophie à ce stade-là. Et à partir de ce moment-là, comme nous aurons déjà fait le point sur le français, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Le point sur la philosophie, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Nous pourrons donc enchaîner sur la suite de notre cycle voilà, de révision Back is Coming, et on pourra entrer de plein pied dans les exercices du commentaire et de la dissertation. Hein. Et là aussi, on se demandera qu'est-ce que le commentaire, à quoi ça sert, qu'est-ce que la dissertation, à quoi ça sert, et bien sûr le moment que vous attendez tant, d'ailleurs peut-être le seul qui intéresse vraiment beaucoup, et que certains trépignent d'impatience d'avoir, hein, disent mais on s'en fout, viens-en au fait, dépêche-toi d'en venir là, c'est ça qui nous intéresse, le reste on s'en tape complètement. Vous avez tort au passage, c'est bien sûr la méthode en elle-même, la méthodologie. Voilà, donc bien sûr on va s'attarder sur la méthodologie du commentaire, comment réussir un commentaire, et la méthodologie de la dissertation, pareil pour la réussir, hein, voilà, mettre toutes les chances de son côté. Là on sera vraiment au cœur du sujet, vraiment des exercices, des épreuves du bac. Mais avant de réussir ces exercices-là, encore faut-il les comprendre et comprendre pourquoi on les fait et comprendre comment ça fonctionne. Généralement, non seulement on réussit mieux ce que l'on comprend, mais aussi on accepte mieux de le faire. On accepte mieux de faire quelque chose dont on comprend l'intérêt. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris le temps là, on s'est un petit peu attardé sur voilà, les matières en elles-mêmes, les disciplines et quel est leur intérêt, en quoi elles consistent et à quoi ça sert. Voilà, sur ce, trêve non pas de préambule, mais trêve d'épilogue. Je ne m'attarde pas plus longtemps et donc je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à voilà, vous exprimer dans les commentaires éventuellement, donner votre avis, faire des retours ou alors bien sûr poser des questions. J'y répondrai, je lis tous les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Hein, c'est le but, n'hésitez pas. C'est tout l'intérêt aussi que je puisse éventuellement répondre à des questions personnalisées. Et puis bah écoutez, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Bon courage pour vos révisions si vous en avez, si vous êtes concerné. Et puis bah sinon, si vous n'en avez pas, profitez
de ne pas en avoir. Je sais qu'il y a quelques-uns ici qui se sont faufilés dans la classe, dans la salle de classe, alors qu'ils ne passent pas le bac cette année, alors qu'ils ne sont plus concernés depuis très longtemps, et pourtant ils me font le plaisir et la faveur de m'écouter. Ça m'a fait très plaisir de le constater. Donc merci à vous. Et donc on se dit à la prochaine, hein. Rendez-vous au prochain épisode. Allez, salut les Apifiou.